Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tuto que j'ai appelé Cyanobactéries, pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous avais déjà fait un premier tuto sur les algues filamenteuses et comment les gérer. Aujourd'hui, sur les cyanobactéries, je pense que le problème est un peu plus complexe, donc il y aura peut-être beaucoup de points à aborder, mais on va essayer de faire un tour exhaustif du problème. Alors l'objectif de ce tuto aujourd'hui, ça va être de vous montrer d'abord les différentes consommations, que ce soit en azote, phosphore et carbone des cyanobactéries, trouver le facteur limitant parmi ces trois paramètres, euh, comprendre pourquoi les cyanobactéries ont une très forte résilience, leur capacité à survivre, le fait aussi de voir que malgré certains bons paramètres, les cyanobactéries ont une chance d'apparaître dans des milieux eutrophes, et partager avec vous les solutions soit préventives, soit des solutions une fois qu'elles sont déjà présentes et en grande quantité. Toutes les choses que je vais vous dire dans ce tuto seront toujours basées sur des études scientifiques. Là, je vous ai listé les principales, mais vous allez voir aussi que je vais sortir plein d'extraits à des moments donnés qui ne seront pas forcément sur la liste que vous voyez devant vous. Alors, petit rappel de base, les cyanobactéries, comme tous les autres organismes, ont besoin d'azote, de phosphore et de carbone pour la multiplication des cellules. Ce qui va être intéressant dans notre cas, c'est de voir à chaque fois quelles sont les stratégies que les cyanobactéries ont adoptées pour venir les récupérer. On va commencer par la consommation d'azote. Et ce qu'on peut voir dans cette étude à gauche, étude d'ailleurs que j'ai résumée, et je ferai ça d'ailleurs pour toutes les études, donc vous verrez des paragraphes que j'ai sortis et traduits, et je vous ai mis en surbrillance les points qui me semblaient essentiels. Ce sera la même configuration partout. Bon, du coup, on continue. La consommation d'azote chez les cyanobactéries, elle est quand même multiple. Elles peuvent consommer des nitrates, des nitrites, de l'ammonium, des azotes organiques directement issus de la décomposition avant qu'elles rentrent dans le cycle de l'azote, et même de l'azote gazeux qui sera noté N2. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que au même titre que les algues et les plantes, si elles veulent consommer des NO3 et des NO2, dans ces cas-là, il faudra que ça passe par une étape de nitrate réductase et de nitrite réductase. Du coup, elles préfèrent les NH4. On va continuer sur la consommation de l'azote chez les cyanobactéries. Donc on a vu tout à l'heure qu'elles avaient une grande flexibilité et qu'elles consommaient à peu près tous les azotes. Mais en plus de ça, elles consomment de l'azote gazeux et ça, c'est un énorme problème puisque nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Et donc voilà, le cumul de cette forme d'absorption d'azote gazeux plus le fait qu'elle soit consommatrice de toutes les formes d'azote, on va considérer que ce ne sera pas le facteur limitant dans leur prolifération. Alors quand je parle de facteur limitant, c'est pas la voie qu'on choisira pour essayer d'arrêter une propagation de cyanobactéries. Nous avons vu que l'azote n'était pas le facteur limitant. Maintenant, on en arrive à leur source de carbone. Bon, malheureusement, ce sera un peu le même constat, mais on va voir ensemble comment ça fonctionne pour le carbone chez les cyanobactéries. Donc, elles consomment que du CO2 pour la photosynthèse. C'est ça qui alimente le cycle de Calvin, on l'appelle comme ça, pour produire du sucre. Donc pour ça, il faut du CO2. Mais quand le milieu est pauvre en CO2, les cyanobactéries ont inventé, entre guillemets, un processus qui s'appelle le CCM. Et le CCM, c'est le fait de récupérer du bicarbonate dans l'eau, donc HCO3. Entre guillemets, c'est le KH que vous mettez dans vos aquariums. Ça, c'est quelque chose qui se passe surtout dans les eaux où il y a un pH assez élevé autour de 8. Ce bicarbonate, il est envoyé dans des carboxysomes. Je vous épargne les détails, mais c'est là où se trouve la rubisco. Et la rubisco, c'est pour être sûr qu'elle consomme du CO2. Donc on récapitule, on transforme le bicarbonate en CO2 dans les carboxysomes. Et voilà. Certaines espèces peuvent aussi utiliser du carbone organique, mais c'est plus rare. Donc ça, c'est les points que vous voyez à gauche en jaune.
Et donc partant de ce postulat, à partir du moment où elles peuvent consommer, les bicarbonates entre guillemets «les KH» de votre bac, et beh, on va aussi se dire que ce ne sera pas le facteur limitant pour une prolifération de cyanobactéries. Du coup, nous avons vu que le carbone n'était pas un facteur limitant, que l'azote n'était pas un facteur limitant. Il nous reste que les phosphates sur lesquels on va pouvoir peut-être travailler. Et même sur les phosphates, vous allez voir que c'est quand même une grosse galère, puisque les cyanobactéries ont inventé 4 stratagèmes pour essayer de pallier le fait qu'il y en ait peu dans son milieu. Alors le premier des stratagèmes, c'est le fait qu'elles puissent activer des transports spécialisés, pour faciliter l'accueil du phosphate au sein des cellules, même quand il y en a peu dans l'environnement. Le deuxième, c'est qu'elles sont capables de faire des phosphatases extracellulaires. Alors là, c'est un peu compliqué, mais c'est le fait de récupérer des composés organiques qui sont dans l'eau, de les dissocier pour pouvoir en récupérer du phosphate et le mettre dans les cellules. Donc voilà, donc imaginons on a un milieu où il n'y a pas de phosphate, et ben, elles sont capables de venir décortiquer des composés organiques pour en créer et le mettre dans la cellule. Elles ont aussi un autre procédé qui s'appelle la LPU, donc c'est la consommation de luxe de phosphate. On va dire que c'est une accumulation rapide des phosphates après qu'il y ait eu un manquement dans le milieu. Ces phosphates sont mis sous forme de polyphosphates dans des espèces de poches au sein de la cellule. Et quand les phosphates sont encore de nouveau en trop faible quantité dans le milieu, du coup, elles peuvent venir manger ces polyphosphates qu'elles avaient stockés auparavant. On a vu tous les stratagèmes des cyanobactéries pour récupérer des phosphates et les stocker. On a vu que l'azote, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas avoir la main dessus puisqu'elle consomme de l'azote gazeux. On a vu que le carbone, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas considérer comme facteur limitant puisque c'est du cash et qu'on a besoin de cash dans nos aquariums. Donc on va quand même prendre les phosphates comme facteur limitant malgré les difficultés. Et c'est ce que dit aussi le consensus scientifique sur les PO4. Donc on a une étude de Guy Barouin qui dénonçait les anciennes études qui disaient que l'azote était le facteur limitant. Alors, quand il parlait de cet azote-là, il parlait surtout des azotes issus de l'agriculture, donc les NO3. Mais lui, ce qu'il en conclut, c'est que le fait de travailler sur l'azote serait plus contre-productif qu'autre chose, puisque ça ferait des blooms de cyanobactéries. Donc lui, il considère que le phosphore est le seul facteur limitant, et c'est corroboré avec une agence de l'eau, par exemple, d'Adour-sur-Garonne, qui dit aussi que le phosphore est le seul facteur limitant et que ça doit être une priorité euh, des collectivités locales. Donc nous avons vu l'extrême résilience des cyanobactéries dans leur milieu, que ce soit en termes d'azote, de carbone et pour ce qui nous concerne de phosphore. Donc partant de ce postulat et sachant que les bactéries peuvent presque s'auto-alimenter dans leur milieu une fois qu'elles sont déjà présentes, nous ce qu'on va faire c'est de faire en sorte qu'elles n'arrivent jamais. Donc prévenir plutôt que guérir, c'est d'ailleurs le titre du tuto. Donc pour ça, on va faire tomber les PO4 au maximum sans trop s'éloigner du rapport de Redfield. Euh, Rapport de Redfield, je vous l'explique la page d'après. Éviter les zones d'eutrophisation, pareil, on en discutera après, et concurrencer les phosphatases extracellulaires. Alors on a vu qu'il fallait descendre les phosphates au maximum en préventif, mais on va essayer de les faire descendre sans trop s'éloigner du rapport de Redfield. Le rapport de Redfield, c'est l'équilibre entre l'azote N et le phosphore dans le milieu naturel. Ce ratio idéal, il est de 16 d'azote pour 1 de phosphore. Quand on est en dessous de ce ratio, on va favoriser les cyanobactéries. Le ratio des cyanobactéries, par exemple, c'est 5 d'azote pour 1 de phosphore. Et quand on est au-dessus de ce ratio, à partir de 20 pour 1, là, on va aider les algues filamenteuses et les dinoflagellés. Quand on vous dit que vous n'avez pas assez d'azote par rapport au phosphore, il faut comprendre que c'est toujours en comparaison du ratio de Redfield. Pour les cyanos, par exemple, à 5 pour 1, on comprend qu'il y a toujours plus d'azote que de phosphore, mais il faut le comparer au rapport de Redfield.
et vous avez, une analogie sur votre droite, pour essayer d'avoir le déblocage mental. Moi, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à l'avoir, ce déblocage. Comment faire tomber les PO4 sans trop s'éloigner du rapport de Redfield? Pour moi, la meilleure des solutions, c'est le refuge à algues et particulièrement le refuge à Keito, puisqu'elle va vous consommer les nitrates et les phosphates. Et pourquoi la Keito Morpha? Elle a une meilleure absorption des phosphates en comparaison des autres algues, par exemple la Colerpa. Et pour moi aussi, un autre méga avantage, c'est qu'elle ne lisse pas. Donc, si vous avez de la Colerpa, peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé, mais elle va avoir peut-être tendance à se décomposer dans le bac suite à un changement de paramètres et elle va recracher les phosphates et les nitrates. Donc la Chaetomorpha peut mourir, il n'y a pas de problème, mais elle va pas liser instantanément. Et pourquoi je préfère aussi le refuge à algues par rapport aux résines? Peut-être que les résines sont trop spécialisées. Si vous mettez une résine antiphosphate, dans ces cas-là, vous allez faire tomber que les phosphates par rapport aux nitrates. Vous allez vous éloigner du rapport de Redfield et potentiellement créer d'autres problèmes. Chez moi, j'ai de très bons résultats grâce à cette méthode depuis quelques années. Donc, je suis même franchement presque oligotrophe. Donc, j'ai très peu de nitrates et très peu de phosphate. Mais pour pas juste vous aligner à ce que je vous dis, je vous ai sorti des exemples concrets que j'ai trouvés sur internet qui stipulent la même chose avec des exemples en face de vous. Alors le deuxième exemple, il est quand même important. Dans l'utilisation d'un refugium, donc cette étude-là, il y a un résumé qui dit que on, on est descendu de 10 mg à 1 mg de nitrate et de 0,1 mg de phosphate à 0,03 en 8 semaines, ce qui nous donne quand même un ratio de 50 pour 1. Et si on se réfère à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le rapport de Redfield, 50 pour 1 est quand même un ratio assez déséquilibré. Et moi, ce que j'applique aussi à la maison, c'est que je favorise la dénitrification pour enlever des nitrates et essayer de me rapprocher tant bien que mal de ce rapport de Redfield. Alors on est en milieu clos, c'est toujours compliqué, on n'est évidemment pas dans la nature, mais pour moi, la symbiose entre le refuge à Kaito et la dénitrification sur DSB, donc lit de sable épais, ça fonctionne bien et j'arrive à avoir des paramètres, en tout cas sur les nutriments, qui sont complètement adaptés à du corps dur, par exemple. Alors, on a vu comment faire tomber les phosphates. Maintenant, on va parler d'eutrophisation. Alors, pour moi, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas, à quel point une zone où les sédiments s'accumulent pouvait irradier autant de phosphate et de nitrate. Là, on le voit sur une étude à gauche, mais même d'expérience personnelle, que ce soit en eau douce ou en eau douce principalement, c'est que s'il n'y a pas de courant, il y a vraiment une stratification dans la colonne d'eau qui se fait, et les phosphates et nitrates arrivent au sol et créent de la cyano, malgré le fait que j'ai un bac planté qui me consomme tous les phosphates. Donc, pour pallier à ça, recréer du courant et éviter ces zones d'eutrophisation. Donc, zone d'eutrophisation, c'est bien le fait de cumul de nutriments à un endroit bien particulier, quoi. J'ai gardé la phosphatase extracellulaire comme dernier point à aborder pour deux raisons. La première, c'est que c'est déjà intéressant. Et la deuxième, c'est que les techniques que j'emploie pour y remédier sont controversées en récifal, puisque je préconise de surfiltrer. Et quand on dit surfiltrer en récifal, on a toujours peur que ce soit un nid à nitrate, un nid à phosphate. Mais comme nous l'avons vu précédemment, si nous avons un refuge à algues, on ne peut pas faire ce cumul de nitrate et de phosphate. Mais pour revenir au sujet de la surfiltration, pour moi, elle est bénéfique en tout point. Elle est déjà bénéfique sur le fait que on va vous éviter les pics d'ammoniac ou d'ammonium qui peuvent tuer vos poissons. Elles vont gérer avec la nitrification la consommation des NH4, NH4 qui sont indispensables pour les algues dans leur consommation. Je vous réfère au tuto que j'ai fait sur les algues filamenteuses, mais aussi cette surfiltration va être ultra bénéfique pour
l'accueil de toutes ces autres bactéries qui vont déjà, dans un premier point, heu, concurrencer les cyanobactéries, en termes de guerre biologique. Donc elles vont relâcher des substances dans l'eau pour essayer d'annihiler, les cyanobactéries, mais aussi parce que certaines de ces bactéries sont capables de faire la phosphatase. Elles sont capables de le faire des fois mieux que les cyanobactéries, et donc si elles sont capables de le faire, elles vont pouvoir récupérer, les composés organiques qui sont dans la colonne de filtration avant les cyanobactéries, et en ça, je trouve ça hyper important d'apporter un support bactérien vraiment, vraiment adapté, à votre bac. On a vu les 3 façons préventives qui me paraissent, essentielles dans le fait d'éviter un bloom de cyanobactéries. On fait un petit récapitulatif, on enlève les PO4 puisque c'est le facteur limitant des cyanobactéries, on évite les zones d'eutrophisation, donc les zones où il peut y avoir un cumul de sédiments qui peuvent, irradier les phosphates, autour d'eux, et donc du coup créer de la cyanobactérie dans des endroits, on va dire, limités, et aussi concurrencer la phosphatase des cyanobactéries qu'elles sont capables de faire avec un énorme support bactérien. Mais maintenant qu'on a vu ces 3 points, il se pourrait que vous regardiez cette vidéo et que vous ayez déjà euh, le bac qui soit envahi de cyanobactéries. Alors moi, c'était mon cas, c'est pour ça que j'avais fait des recherches, et en fait, on comprend quand même assez vite que la cyanobactérie, elle pose 2 problèmes une fois qu'elle est déjà présente. Le premier problème, on l'a vu, et du coup je vous ai remis un petit astérix, c'est qu'elle est capable de faire de la PLU, donc de la consommation de luxe. Donc même si vous descendez vos phosphates un maximum, ben finalement elle va être en capacité de manger les polyphosphates qu'elle va emmagasiner. Donc à chaque fois que vous allez nourrir vos poissons, elle va vite 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 stocker, et quand il manquera des phosphates, elle va vite 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 pouvoir les bouffer. Donc extrêmement problématique. Encore plus problématique, les cyanobactéries libèrent des cyanotoxines, donc elles vont complètement altérer le milieu de l'aquarium en tuant beaucoup de micro-organismes et même des fois vos crustacés. Et donc là, je vous ai sorti une étude à gauche, hein, qui montre que ça altère les processus cellulaires. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez beau vous armer de patience, il faut à un moment donné, pour moi, une action physique. Alors, soit vous venez les retirer de manière régulière et avec un bon brassage et des bons paramètres, eh ben, potentiellement, elle va galérer de plus en plus. Mais sincèrement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé au traitement, au produit. J'ai utilisé du Red Cyano RX. Ça m'a tué toute ma colonie de cyanobactéries d'un seul coup. J'étais sûr avant ça de pouvoir éliminer ces déchets, donc avoir un écumeur qui me permet de retirer bah, toute cette cyano qui meurt, quoi, et être sûr avant d'utiliser le Red Cyano que vous avez des bons paramètres et que vous n'allez pas avoir une invasion de cyano à cause de ça, quoi. On arrive à la fin de ce tuto. On n'a pas évoqué le fait d'éteindre la lumière pour leur empêcher de faire la photosynthèse. Donc on éteint quelques jours, les cyanobactéries meurent, et quand on rallume, ben, elles sont plus là. Le problème pour moi avec cette méthode, c'est que si vos paramètres ne sont pas bons avant, ils seront pas bons après. Et en plus de ça, ben, vos coraux ont besoin de faire la photosynthèse. Donc je ne suis pas partisan du fait d'éteindre la lumière pendant plusieurs jours. Euh, Malgré tout, j'espère quand même que ce tuto vous aura aidé, que ce soit en termes préventifs ou que ce soit peut-être pour la solution finale. J'espère que vous avez toutes les clés de compréhension, et en ça, je vous souhaite une joyeuse aquariophilie et je vous dis à bientôt.